Souvenez-vous, le 24 janvier 2020, le ministère de la Santé français a annoncé que 2 patients originaires de Chine étaient atteints par le coronavirus à Paris et à Bordeaux. Ces deux personnes représentaient les premiers cas annoncés en Europe, avant des millions d'autres à travers le monde. Rapidement, le virus était identifié, des tests de dépistage élaborés, des vaccins fabriqués. Depuis, nous vivons au rythme de ces mutations à l'origine de vagues plus ou moins sévères. Mais à côté des épisodes infectieux bien connus du Covid, un nouveau phénomène se manifestait dès la fin 2020, ne cessant de prendre de l'ampleur jusqu'à devenir un enjeu majeur pour les autorités de santé. Des patients qui voyaient persister une grande fatigue, un brouillard cérébral, des palpitations, des troubles digestifs, respiratoires, ont découvert le Covid long, un syndrome qui concerne aujourd'hui 2 millions d'hommes et de femmes dans notre pays. Pour ces malades de tous âges, parfois extrêmement handicapés, la prise en charge s'avère difficile parce qu'on ignore avec précision les causes de cette affection. Où en est-on exactement des connaissances? Quelles sont les études en cours? Et que propose-t-on aux patients atteints? On en parle avec le professeur Dominique Salmon-Serron. Dominique Salmon-Serron, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'Institut Fournier à Paris, présidente du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur le Covid long et présidente de l'association Espoir qui mène des essais cliniques sur ce Covid long. Vous avez fait partie également, et on y reviendra, du premier centre de consultation post-Covid à l'Hôtel-Dieu qui a été mis en place dès mai 2020. Alors on imagine bien sûr qu'entre cette date et aujourd'hui, on a quand même progressé dans les connaissances et la prise en charge de cette affection, on va en parler. Mais déjà, qu'appelle-t-on Covid long? Et on l'appelle comme ça, Covid long, maladie post-Covid, on dit quoi? Alors le terme Covid long est passé dans l'usage courant, hein. Ça veut dire Covid long que c'est pas une séquelle du Covid, mais c'est quelque chose qui est toujours évolutif. Et il y a une définition très clinique qui a été posée par l'OMS en 2020. Donc en 2021, pardon, donc ça nous aide énormément. Mais c'est une définition clinique. Ce sont des gens qui, dans les 3 mois d'un Covid, ont des signes prolongés qui durent plus de 2 mois, qui associent surtout la fatigue, des troubles cognitifs, des essoufflements ou des tachycardies. Tout un tas d'autres organes peut être atteint. Et il faut bien sûr avoir éliminé une autre pathologie avant d'affirmer ce Covid long. Alors je parlais de 2 millions de personnes concernées. Est-ce que c'est à peu près la même fréquence dans les autres pays ou pas, pour lesquels on a des données claires? Oui, c'est à peu près ça, hein. C'est de l'ordre de 4% de la population adulte qui est atteinte. C'est les statistiques qu'on a eues en France avec au moins 2 millions de personnes atteintes de Covid long chez les adultes. Mais il y a aussi les enfants qui ne sont pas comptés dans ces statistiques. Et parmi ces 2 millions, on estime qu'à peu près 10 à 15% ont des formes vraiment sévères et compliquées. Et dans les autres pays, c'est à peu près pareil. Ce qui veut dire qu'au niveau du monde, vous voyez, ça fait de l'ordre au minimum de 100 millions de personnes atteintes, hein. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est effectivement extrêmement important et ça fait basculer la vie de ces personnes. On va écouter tout de suite Alan qui témoigne de son Covid long au micro de France Inter. Le téléphone sonne, c'était le 10 janvier 2025. Écoutez-le. On est 3 ans après et je souffre encore de multiples symptômes, hein. J'ai encore, une intolérance très sévère à l'effort, fatigabilité, physique et cognitive très importante et cetera et cetera. Il faut savoir que je suis encore en fauteuil roulant, je ne marche pas, et je ne peux tenir debout que quelques secondes. Donc vous imaginez bien que ça a impacté ma vie quotidienne, et celle de ma famille, hein. Je ne peux plus travailler depuis, je suis donc en situation de handicap et dépendant. Alors, un témoignage très fort, bien évidemment. Beaucoup de choses qui sont dites dans cette interview. Déjà, il dit ça fait 3 ans. Donc, ça peut persister comme ça aussi longtemps? Oui, c'est ça le problème. Au départ, on pensait que c'était des symptômes post-infectieux qui allaient durer quelques mois. Chez 5 à 10 des sujets, ça dure quelques mois en effet, mais chez la majorité des personnes, ça dure longtemps. Et ces cas-là s'ajoutent à ceux des épidémies récentes. Donc, ce qui fait que le nombre de patients augmente. Et le cas d'Alain n'est pas si Oui. rare en fait, hein. Les fauteuils roulants, comment on l'explique? Donc, dans 10% des cas, on a des formes comme ça qui sont très sévères et on l'explique par une intolérance à l'effort. En fait, ce sont des gens qui ont très peu d'énergie. On le reverra, je pense, au cours de l'émission, mais leurs Alors qu'avant, mitochondries sont atteintes. ils allaient bien. C'est souvent des grands C'est sportifs. souvent des gens qui étaient extrêmement dynamiques, sportifs, et leur vie est arrêtée en plein vol. Arrêtés avec un travail qui ne peut plus perdurer, avec pour les enfants un arrêt scolaire. Oui,
Bien sûr, ça c'est vraiment le problème et c'est ce qu'on rencontre de plus en plus maintenant chez ces formes sévères. Ce sont des gens qui, après 3 ans, n'ont plus d'indemnité, plus de salaire, donc ils peuvent être licenciés. Ils sont obligés éventuellement de reprendre un travail, mais avec la saturation intellectuelle, c'est souvent des travails à temps partiel, avec une autre profession. Ils peuvent plus rembourser leurs prêts, ils peuvent rencontrer des problèmes avec leurs conjoints. À la faculté, ce sont des jeunes qui sont quelquefois radiés de leurs études. Les scolarités sont très difficiles. On a des collèges et des lycées très compréhensifs. Et puis d'autres, au contraire, qui entraînent des procédures d'investigation auprès des parents. Enfin, c'est assez difficile, la situation en ce moment. Alors là, vous parlez d'intolérance à l'effort qui empêche effectivement les déplacements. Il y a aussi des maladies cardiovasculaires avec par exemple des embolies qui peuvent se succéder. Est-ce qu'il y a une mortalité liée à ce Covid long? Alors, il n'y a pas de mortalité directe liée au Covid long, faible, disons, hein. Mais on a des gens qui sont extrêmement handicapés. Donc, c'est une maladie invisible, hein, c'est une petite mort invisible, si vous voulez. Mhm. Et ça a un impact extrêmement important sur le psychisme de ces personnes. Avec maintenant, on voit des gens qui ont des idées suicidaires, hein. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de suicides, Mhm. mais je pense que c'est quand même très urgent de prendre en charge tous ces patients, de mieux les reconnaître pour éviter justement ces phénomènes de suicide. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces patients? Vous l'avez dit, il y a des enfants, il y a autant de femmes que d'hommes, plutôt des gens jeunes. C'est quoi le profil? Alors, ça peut toucher tout le monde, le Covid long, avec toutefois une prédominance de femmes, hein. Il y a à peu près 1,2 à 1,5 femmes pour un homme. C'est souvent des personnes qui ont entre 18 et 50 ans, mais les personnes âgées peuvent être atteintes. Mhm. Des enfants peuvent être atteints dès leur plus jeune âge. Les enfants, ils ont quoi comme symptômes dans Et ce alors, cas-là? les enfants, vous imaginez, c'est difficile, hein, surtout les petits bébés, parce qu'ils dorment beaucoup, ils font du pacing naturel. Mais ils peuvent avoir notamment des maux de tête, des douleurs abdominales, des hypersomnies ou des insomnies. Et souvent, chez l'enfant, ça se manifeste par un décrochage scolaire. Donc, c'est vraiment quelque chose à repérer. Avant de dire que c'est un enfant qui a peut-être des troubles psychologiques, être sûr d'avoir éliminé un Covid. Euh, Et alors, quand oui. vous me parliez des facteurs de risque, maintenant, on en sait un petit peu plus aussi. Il semble qu'il y ait beaucoup d'allergiques chez les patients Covid long, pas mal de maladies auto-immunes. Donc, il y a certainement un petit terrain à investiguer plus. Juste quand vous parlez du facteur psychologique, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'anxiété et de dépression. C'est l'impact du Covid long sur la vie quotidienne qui crée ça, ou est-ce qu'il y a un effet direct du virus sur le cerveau? Alors, il y a vraisemblablement les deux. L'impact sur la vie quotidienne donne une grande anxiété. Pas tellement de dépression, mais c'est surtout des gens très anxieux. Et puis, le Covid long lui-même donne une hyperémotivité, une irritabilité. Les gens nous disent souvent ça. Et puis, s'ils ont une maladie psychique sous-jacente, bien sûr, ça va pouvoir la décompenser, hein, c'est clair. Alors, on constate qu'effectivement, c'est plus souvent des gens jeunes. Ça veut dire que c'était des gens jeunes qui ont eu des Covid graves, ou est-ce que même un Covid bénin peut laisser un Covid long? Tous les sortes de Covid peuvent laisser un Covid long, mais c'est plus souvent des gens qui ont eu des formes assez symptomatiques, avec beaucoup de symptômes. Des symptômes ORL comme tout le monde, mais aussi, vous voyez, des symptômes pulmonaires, digestifs, neurologiques. Et souvent, ce qui est assez étonnant, on retrouve dans le Covid long certains symptômes du début. Quelqu'un qui a eu une forme de Covid digestive va souvent avoir un Covid long plus sa forme digestive. Si d'emblée il était un peu confus, etc., il y aura plus peut-être de symptômes neurocognitifs. Et est-ce qu'on sait si les personnes vaccinées contre le Covid ont développé des Covid longs? Alors ça, maintenant, il est clair que le vaccin protège en partie du Covid long, pas à 100%, Mhm. mais on voit moins de Covid long depuis la vaccination et depuis les nouveaux variants. Donc c'est quand même difficile de voir quel est le rôle du vaccin versus les variants moins virulents, vous voyez. Mais par contre, une personne qui a le Covid long, qui se fait vacciner, n'est pas protégée par la vaccination après le Covid long. Au D'accord. contraire, ça peut même de temps en temps entraîner des réactivations. On va voir ce qu'on propose évidemment à tous ces patients, mais pour pouvoir proposer une prise en charge efficace, il faut comprendre les causes et on en parle tout de suite. Carnet de santé consacré au Covid long, une affection encore mystérieuse que développent des patients qui ont eu un Covid et dont les symptômes persistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour en parler, le professeur Dominique Salmon-Serron, infectiologue, présidente du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur le Covid long. Je le disais tout à l'heure, vous avez fait partie du premier centre de consultation post-Covid qui avait été mis en place à l'Hôtel-Dieu en mai 2020, donc très tôt. À ce moment-là, qu'est-ce que vous compreniez de ce syndrome? Qu'est-ce que vous imaginiez pour la suite?
Alors, au départ, on ne comprenait rien, pour vous dire, et on imaginait tout. Mais on a écouté les patients. On les a écoutés, on les a crus. Souvent, les patients ont la clé, en fait. Hein. Et donc, on observait des patients qui avaient de temps en temps encore un peu de fièvre, qui avaient des frétillements au niveau des membres, au niveau du nez, etc. Donc, ça nous paraissait être une infection non résolue. Donc, assez vite, si vous voulez, on s'est orienté vers la piste que ces gens n'avaient pas forcément, s'étaient pas bien débarrassés du virus. Quoi. Hein, et ça s'est avéré finalement être une bonne piste. Et puis, comme on ne comprenait pas très bien, on a rapidement collecté tous les cas, on a fait une base de données pour les décrire, pour essayer de mieux comprendre. Et puis, en confrontant ça avec les collègues des autres pays qui faisaient ça, on s'est rendu compte qu'en fait, ces symptômes, bien que très vastes, puisqu'il y a, comme le disent les patients, 200 symptômes, bien que très vastes, ils se ressemblaient beaucoup. Et donc, on a pu beaucoup bien décrire la maladie. Vous avez dû vous battre pour lancer justement ces premières études, déployer beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on n'a pas, au début, c'était pas un problème en plus du Covid qui déjà, perturbait le monde entier? Vous avez quand même pu, dire: «C'est un vrai problème, il faut le prendre maintenant, à bras le corps»? Oui, c'est sûr qu'il a fallu se battre pour ça et c'est une des raisons pour laquelle l'association Espoir a été créée, si vous voulez, sur le Covid long pour essayer de faire des essais alors qu'on n'avait pas encore de financement. Il fallait quand même pouvoir avoir des autorisations de comités d'éthique, etc. Et effectivement, au départ, ça a été un travail vraiment sans relâche, mais maintenant, c'est quand même une maladie qui est vraiment bien acceptée, pour laquelle il y a des financements, certes très insuffisants, mais il commence à y en avoir, au moins pour la recherche. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait des causes? Si j'ai bien compris, globalement, il y a 3 hypothèses. Est-ce que vous pouvez nous dire le plus simplement possible, parce que c'est quand même assez complexe, hein? Mm. Donc, globalement, ce sont des gens qui ne se sont pas bien débarrassés du virus. Au départ, ils ont eu une réponse immune, mais au lieu que ce soit une réponse immune qui donne des cellules tueuses, vous voyez, qui éjectent le virus, c'est une réponse un petit peu de type allergique qui fait que le virus est resté dans des réservoirs. On le retrouve, hein? On le retrouve maintenant, si vous voulez, dans, par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans différents organes, dans la moelle osseuse, dans le tube digestif, dans le système nerveux, dans les modèles animaux. Mmh. Dans le cœur, on peut retrouver des traces d'ARN. Le virus n'est pas circulant ou très rarement dans le sang. Les gens n'en ont pas dans le nez non plus. Hein, donc, ce n'est pas une infection très productive. Mais très certainement, ça entraîne ensuite tout un tas de conséquences. Alors, les conséquences, il y en a au minimum 3. Hein. Il y a une inflammation, mais ce n'est pas une inflammation comme on voit dans les méningites avec des vitesses de sédimentation élevées, c'est plutôt l'immunité innée, les mastocytes qui sont très excités. Et ces cellules-là, on les retrouve dans l'intestin. Il y a des cellules très proches qui se retrouvent aussi au niveau du cerveau. Ensuite, il y a un dysfonctionnement des mitochondries. Donc c'est Les mitochondries, la réserve énergétique de la cellule? voilà, ces petites usines à énergie de la cellule. C'est pas qu'elles ont disparu, ces mitochondries, c'est qu'elles sont complètement dysfonctionnelles et n'arrivent pas à produire de l'énergie. C'est comme si quelqu'un n'avait pas de batterie et pas d'essence. D'accord. Donc, il utilise ce qui lui reste, puis au bout d'un moment, ça fonctionne plus du tout, il est bloqué. Il y a aussi des microcaillots. Il y a une hypothèse aussi sur une inflammation des vaisseaux avec la formation de microcaillots. Pour expliquer les embolies de certains patients? Voilà, alors c'est pas très fréquent et c'est pas assez net et assez reproduit par différentes équipes pour qu'on passe au stade de donner des anticoagulants. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres atteintes, et notamment, c'est probablement la conséquence de ces mécanismes, il y a une atteinte du système nerveux autonome. Vous savez qu'il y a le système moteur, hein, quand vous lancez le bras, c'est volontaire, et puis il y a un système automatique qui fait fonctionner le cœur, la respiration, le tube digestif, la thermorégulation. Ça se passe au niveau du tronc cérébral et c'est très dysfonctionnel chez les patients. Et il y avait très peu de maladies du tronc cérébral autrefois. Hein. C'était des gens qui avaient fait des accidents vasculaires, des Parkinson très graves, et donc peu de spécialistes du système nerveux autonome. Alors qu'on se rend compte qu'au cours du Covid long, c'est très prégnant, ces atteintes. Donc on a des hypothèses. Est-ce que ces hypothèses ont permis par exemple de développer un test sanguin ou c'est vraiment un diagnostic clinique aujourd'hui, le Covid long? Alors, pour l'instant, c'est à l'ancienne, hein, c'est un diagnostic clinique, mais les recherches s'orientent vraiment vers la recherche de biomarqueurs. Des biomarqueurs, donc soit ce sera un biomarqueur virologique, Donc une ça prise soit de sang qui pourrait le montrer? oui, un profil métabolique, vous voyez, qui montrera par exemple qu'il y a des dysfonctionnements mitochondriaux,
soit ça sera un profil de cytokine. Donc, ce serait vraiment très utile d'avoir ce marqueur pour le diagnostic, pour aussi suivre les patients dans leur évolution, faire des essais thérapeutiques. Et on travaille beaucoup là-dessus avec des chercheurs de l'INSERM, de l'Institut Pasteur. Parce que pour l'instant, en fait, on voit les patients, on écoute ce qu'ils disent et on vérifie que rien de bien connu n'explique leurs symptômes, en gros. Oui, on fait ça, effectivement, cette démarche, mais aussi on arrive maintenant quand même à faire certains diagnostics. Vous voyez, par exemple, vous pouvez dire, ce patient a une atteinte du système nerveux autonome, celui-là a un déficit en mitochondrie, celui-ci a une activation des mastocytes. Donc, du coup, il y a des traitements qui sont encore symptomatiques, mais qui sont dirigés contre les atteintes constatées. Une question, parce qu'il y a certains... Beaucoup au début, mais ça continue quand même, ont avancé l'idée que cette affection pouvait être psychosomatique, une idée qui blesse, bien sûr, les patients qui souffrent tous les jours. On exclut cette cause aujourd'hui ? Oui, maintenant, vraiment, c'est une cause qui est vraiment complètement écartée. Comme dans toutes les maladies, il y a des gens qui, malades, arrivent à penser à autre chose, vous voyez, et puis il y en a d'autres qui se centrent sur leur maladie. Donc le Covid long, c'est exactement pareil, mais c'est pas du tout une maladie dont l'origine est psychosomatique. Non, non. Et est-ce qu'il y a une part génétique ? Oui, je pense qu'il doit y avoir une part génétique. On est en train d'investiguer ça. Vous voyez, le fait que les femmes soient plus fréquemment atteintes que les hommes. Et puis d'ailleurs, moi je constate qu'il y a des cas familiaux. Dans les cas familiaux, c'est souvent des mamans et leurs enfants, rarement les papas et leurs enfants. Donc ça nous fait vraiment penser qu'il y a une part génétique, peut-être sur le chromosome X ou d'autres. Par exemple, on a une équipe à Necker qui a trouvé qu'il y avait des mutations dans les gènes de la tryptase qui sécrètent l'histamine, vous voyez, donc, qui sont dans ce métabolisme de l'histamine. Donc probablement que on va trouver des atteintes génétiques ou épigénétiques. Alors on a dit pour l'instant pas de test diagnostic, mais on voit que certains examens d'imagerie montreraient des anomalies au niveau du cerveau, c'est ça, chez certains patients ? Oui, alors c'est des imageries un peu particulières. Souvent les IRM sont normales, mais en utilisant ce qu'on appelle le PET scanner, qui utilise des petites doses de glucose radioactif, on se rend compte que le glucose pénètre pas bien dans certaines zones du cerveau. Ça s'appelle des hypométabolismes. Et ces zones, c'est assez intéressant, elles sont situées en profondeur du cerveau, au niveau du tronc cérébral et des régions adjacentes, des régions limbiques, etc., l'amygdale, qui sont des régions qui sont responsables de la mémoire, qui sont responsables du sommeil, qui sont les noyaux du système nerveux autonome. Et donc, c'est assez concordant avec les atteintes qu'on observe. Avant qu'on ne voit ce que vous proposez aujourd'hui aux patients, je reviens à mai 2020, quand c'était le premier centre de consultation post-Covid. Qu'est-ce que vous proposiez aux patients qui venaient vous voir avec tous ces symptômes ? Alors, c'était pas facile. C'était pas facile du tout, mais assez rapidement, à l'époque, avec les premiers variants, les gens étaient extrêmement essoufflés. Ils avaient des gros syndromes d'hyperventilation et en discutant avec nos collègues pneumologues, on s'est très vite rendu compte que la rééducation respiratoire était intéressante. Et donc ensuite, on a essayé d'autres types de rééducation douce, une rééducation aussi orthophonique pour les troubles neurocognitifs. Mais au départ, vous voyez, c'était vraiment des balbutiements. Et puis, à force de tester différents traitements anti-inflammatoires, antalgiques, on est aussi arrivé à la conclusion que souvent les antihistaminiques marchaient. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on teste assez fréquemment. Après, ça va dépendre des différentes atteintes. Voilà, vous voyez, il y a très souvent des tachycardies. Alors là, c'est des traitements purement symptomatiques. Purement symptomatiques, oui. On va voir tout de suite la prise en charge actuelle, les traitements proposés et les essais qui sont menés. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré au Covid long, une infection qui touche 4% de la population française, qui se manifeste par de très nombreux symptômes, parfois extrêmement invalidants. Et pour en parler, le professeur Dominique Salmon-Serrault, infectiologue, présidente de l'association Espoir, qui mène des essais cliniques sur le Covid long. Vous participez également au sein de la Haute Autorité de Santé à l'élaboration des recommandations de prise en charge des patients. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, avec Thomas Jost à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi à la technique et Sacha Krine à la vidéo. Donc, si j'ai bien compris, vous ne traitez pas un Covid long, mais en fait des Covid longs. Donc, le jour où on aura parfaitement les causes, on pourra avoir des traitements spécifiques. Aujourd'hui, donc c'est vraiment, on traite symptôme par symptôme pour l'instant. Oui, enfin, il y a une chose très importante, c'est ce qu'on appelle le pacing. C'est-à-dire que le patient doit bien comprendre
que son niveau d'énergie est plus faible qu'une autre personne. Donc, il ne peut pas faire comme avant. Il doit faire des choix dans ses activités. Il faut s'organiser. Il faut adapter sa vie. Voilà, adapter sa vie et fractionner ses activités. Vous voyez, vous, si vous vous levez le matin, j'imagine, vous prenez votre café, votre douche, vous habillez vite fait, vous maquillez, vous partez. Non, un Covid long doit faire ça en plusieurs étapes. Et c'est assez intellectuel comme démarche, donc les gens y arrivent très peu. Mais si on arrive à faire ce pacing qui nécessite donc de se reposer entre ses activités, entre une conférence et ensuite faire ses mails et tout ça, s'occuper de ses enfants, d'un Covid long très sévère, on passe à un Covid long moins sévère et encore moins sévère. Donc ça prend des mois et ça c'est important. Après, on a les traitements symptomatiques et c'est vrai que parmi ces traitements, beaucoup de gens ont ce syndrome d'activation des mastocytes, donc les antihistaminiques sont donnés. Ça peut être aussi des bêta-bloquants quand les gens ont cette maladie qu'on appelle le POTS. Ça peut être des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont un petit peu hors AMM, donc je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que ça doit faire d'abord l'objet d'essais thérapeutiques avant d'être recommandé. Il y a une prise en charge psychologique systématique. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a une prise en charge psychologique si nécessaire. Elle est souvent nécessaire. Et puis, il y a toutes les rééducations. J'allais les oublier, c'est très important. Et ces rééducations, ça marche pas mal. Et, par exemple, la rééducation neuropsychologique faite par des orthophonistes, ça permet aux patients de trouver des solutions pour contourner leurs troubles cognitifs. Rééducation respiratoire marche bien. Rééducation physique, adaptée, très douce, etc. L'idéal, ce serait quoi? Ça serait d'avoir un antiviral qui agirait directement sur le virus? Alors oui, je pense que ça, c'est vraiment la piste numéro 1. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début des antiviraux. Hein. C'est comme au début de l'hépatite C ou du VIH. On avait des monothérapies qui amélioraient un peu les choses et puis ça repartait. On en est là pour l'instant pour le Covid long. Quand on aura des antiviraux très efficaces en combinaison qui peuvent être donnés de façon prolongée, ce sera vraiment très intéressant de les tester. Mais peut-être qu'il y aura des atteintes aussi qui resteront, c'est pas exclu. Vous voyez, donc on cherche aussi des médicaments qui puissent renforcer le métabolisme des mitochondries. Pour l'instant, on l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand les patients sont vraiment pas bien du tout? On peut les mettre sous oxygène à la maison pour qu'ils évitent de faire des crashs. Ça a été testé, c'est intéressant. Et ça, c'est pas encore, ça n'a pas fait l'objet d'essais randomisés, mais c'est utilisé. Il y a une technique un peu proche qui s'appelle l'oxygénothérapie hyperbare qui fait l'objet de plusieurs essais. C'est-à-dire que c'est les caissons hyperbares. Oui, voilà. Alors, il y a un essai positif, d'autres qui sont en cours. Je ne sais pas ce que ça va donner, si ce sera quelque chose qui sera maintenu, mais c'est très lourd et très, très difficile pour les patients. Parmi les causes que vous avez citées du Covid long, en tout cas les conséquences, l'inflammation chronique, les microcaillots, est-ce qu'il y a des essais menés sur chacune de ces hypothèses aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a des essais menés dans chaque pan. Il y a des essais sur les antiviraux. Malheureusement, on n'en a pas en France, mais il y en a au moins 5 qui sont menés. Il y a des essais menés sur les anti-inflammatoires, antihistaminiques, etc., ou d'autres immunomodulateurs. Il y a des essais menés sur les anticoagulants. Il y a des essais menés sur la naltrexone, des médicaments qui agissent plutôt au niveau du cerveau. Voilà, il y a des essais même avec l'aphérèse. À un moment donné, on a beaucoup critiqué les aphérèses parce que les patients... C'est-à-dire expliquer. Alors, les aphérèses, ça consiste à nettoyer le sang, vous voyez. C'est un système de filtration externe et puis à réinjecter le sang une fois filtré. Donc, certains patients y voyaient un bénéfice, mais on s'est rendu compte que c'était pas durable, donc et que ça coûtait très cher aux patients. Donc, pour l'instant, vraiment déconseillé. Mais malgré tout, il y a des essais d'aphérèse qui sont en cours. Et donc, il y a, je regarde très souvent sur un site qui s'appelle le site clinicaltrial.gov aux États-Unis, et on voit que le nombre d'essais est extrêmement important. Hein, c'est presque une centaine d'essais en cours. Est-ce qu'on a trouvé des pistes alimentaires intéressantes ou pas? Alors, alimentaire, c'est plutôt un régime qui doit être pauvre en histamine, parce qu'il y a des aliments dans l'organisme qui stimulent beaucoup les mastocytes, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits, hein, parce que certains patients les supportent. Mais par exemple, le kiwi, les bananes, les tomates. Alors, il faut que les patients regardent dans cette liste quels sont les aliments qu'ils tolèrent et qui ne tolèrent pas. Et puis, à ce moment-là, il y a une éviction des médicaments non tolérés. Ils ont souvent aussi, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est dû à un dysfonctionnement de l'absorption, des carences vitaminiques.
Donc, effectivement, il faut faire attention à ça. Pas forcément les surcompenser, mais faire attention à ces carences. J'ai dit 2 millions de personnes, c'est quand même énorme. Comment sont pris en charge ces patients? On imagine bien qu'il n'y a pas assez, et on parlera d'un plan nécessaire, on va y venir, qu'il n'y a pas assez de centres spécifiques pour eux. C'est les médecins traitants qui les prennent en charge, c'est des pneumologues, c'est des rhumatologues. Comment ils sont pris en charge aujourd'hui, ces patients? On n'imagine pas qu'il y a 2 millions dans des centres spécifiques agréés. Voilà, c'est vraiment impossible, hein. C'est pour ça qu'après réflexion, la Haute Autorité de Santé s'est dit, pour une maladie aussi fréquente, il faut vraiment que la première ligne soit le médecin généraliste qui en plus connaît bien son patient. Donc il sait si le changement est un changement brutal et correspond à une maladie plutôt somatique ou non. Si je peux me permettre, quand on parle de Covid long, c'est pas des consultations de 10 minutes. Les médecins généralistes, ils ont un peu de difficulté à faire des consultations longues. Donc c'est vrai, vous avez tout à fait raison et c'est une des raisons pour laquelle il faut un plan aussi qui inclut une revalorisation de ces consultations du généraliste, un peu comme il y a des consultations longues pour la pilule, etc. Alors ces généralistes, ils peuvent très rapidement être confrontés à des cas complexes, aux besoins de spécialistes qu'ils peuvent avoir dans leur réseau. Mais il faut aussi qu'ils puissent faire appel à des centres de compétences. Certaines régions en France sont bien organisées pour ça. Donc, nous ont donné l'exemple, par exemple, l'Occitanie, le Grand Est. Et ce qui serait vraiment nécessaire, c'est qu'en France, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé, il y ait dans toutes les régions des centres de compétences multidisciplinaires qui puissent accueillir ces patients, les prendre en charge, les accompagner. On en est loin ? Oui, on en est vraiment très loin. La situation sur le territoire est extrêmement inégale. On a des gens qui nous contactent à Paris alors qu'ils habitent en Corse, aux Antilles, dans le sud, etc. C'est pas du tout normal. Et en plus de la prise en charge médicale, il y a une prise en charge aussi sociale. Et ce sont des gens qui sont quand même en arrêt de travail, qui sont invalides, qui ont quelquefois besoin de vraiment des aides pour la vie quotidienne. Parce qu'on a vraiment entendu d'Alan, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment besoin d'un plan important, comme on a eu des plans pour le VIH, pour les hépatites. Il faut un plan de cet ordre-là ? Oui, de cet ordre-là. Et donc, alors, pour à la fois, évidemment, pour créer ces centres et former les médecins, bien sûr, pour avoir du financement pour la recherche. Voilà, pour avoir aussi du financement pour la recherche. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout. En France, il y a quand même eu un financement grâce à la Fondation pour la recherche médicale et la NRS, notamment pour la physiopathologie, pour mieux comprendre le Covid long. Mais il manque beaucoup de choses. Vous voyez, il y a par exemple pas d'études sur le long terme des patients. Que deviennent les patients qui, au bout de 5 ans, ont été contaminés? Combien sont guéris? Combien ne sont pas guéris? On ne sait pas ça. On a des petites choses. Alors, on a un collègue qui a montré, un collègue de l'Hôtel-Dieu, épidémiologiste, qui a montré que 10% à peu près guérissaient, 5 à 10% restaient extrêmement handicapés, voire s'aggravaient, et 90% s'amélioraient, mais de façon très, très lente. Malgré des prises en charge. Voilà, mais on a ça par une enquête qu'il a fait par Internet. On n'a pas d'études à grande ampleur, vous voyez. On n'a pas d'essais cliniques, thérapeutiques. Et on en a fait dans le Covid aigu, donc pourquoi pas en faire aussi dans le Covid long? Maintenant, on commence à avoir des pistes. C'est le moment de les lancer. Ces patients, ils sont pris en charge au titre d'une affection de longue durée ou pas? Ils sont pris en charge comment, ces patients? Alors, ils peuvent l'être. Ce ne serait pas logique de mettre le Covid long en longue durée pour tout le monde, parce que pour certains patients, ça va être par exemple une surdité qui persiste, un essoufflement ou une tachycardie. Ça serait un peu excessif. Mais pour un Covid long sévère, le médecin généraliste peut faire une demande d'ALD. Si elle est bien motivée, elle va être acceptée. Merci. On espère vraiment que ce plan verra le jour un jour. Merci infiniment, professeur, pour toutes ces explications. Merci beaucoup.